Je vais me présenter rapidement. Qui suis-je du coup? Moi, je contribue pas mal sur le langage Rust, sur le compilateur et tout ce qui est autour. Du coup, je suis membre de la team RustDoc. C'est l'outil qui génère la documentation avec CargoDoc notamment. Docs.rs, le site web qui vous fournit toute la documentation pour toutes les crates qui ont été publiées un jour. Je fais partie de DevTools parce que je contribue sur des outils de dev comme Clippy, RustDoc et compagnie. Et je fais pas aussi partie de la team Clippy, pas la principale, la secondaire, la contributors, ce qui signifie que j'ai pas besoin de review les pull requests, mais que du coup ils reconnaissent mon statut. Ouais. Et je suis ingénieur chez Huawei. Donc du coup déjà pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un linter, est-ce que des gens ne savent pas ce qu'est un linter? Ok. Du coup, un linter, le but d'un linter, c'est de fournir de l'aide supplémentaire par un outil que le compilateur ne va pas te filer, pour des raisons souvent de performance, ou de style, de choix, enfin bref. Du coup, le but, c'est vraiment de t'aider à améliorer ton code, que ce soit en termes de performance, de style, d'écriture. C'est vraiment un outil supplémentaire et du coup, souvent, c'est assez cool. Du coup, comment maintenant un linter en Rust fonctionne? Du coup, je suppose que ici tout le monde fait du Rust. Ok, du coup, c'est pas grave. Du coup, en Rust, on a un linter officiel qui s'appelle Clippy. Et pour pouvoir écrire un linter dans un langage, on est obligé de comprendre la syntaxe de ce langage et d'avoir en principe au moins les informations de type et des trucs comme ça. En Rust, les informations de type sont assez complètes. La syntaxe est relativement simple, mais pour tout ce qui est du système de typage et notamment du borrow checker, donc le gros truc de Rust, eh bien, soit on réimplémente un compilateur soi-même, soit on utilise le compilateur de Rust. Et du coup, c'est ce que font tous les linters. Parce que tant qu'à faire, autant ne pas réinventer tout ce qui a déjà été écrit. J'ai oublié de mettre... Voilà. Donc du coup, pourquoi ça a besoin d'être une extension du compilateur? Pour les raisons évoquées du coup. On n'a pas envie de se réimplémenter le système de typage, le borrow checker et tout ça. Littéralement centaines de personnes ont passé des années à travailler sur ça et du coup, il n'y a pas vraiment de raison de vouloir réutiliser tout ça. Donc on va se servir directement du compilateur comme d'une dépendance et bâtir dessus. Ce qui vient aussi avec certaines limitations. Donc, ça fonctionne seulement avec les crates qui ont été compilés avec la même version du compilateur. Pour ceux qui ne font pas de Rust, depuis tout à l'heure je parle de crate, c'est des bibliothèques, c'est comme ça qu'on appelle ça en Rust. C'est fourni avec un outil qu'on appelle cargo et tout est géré comme ça. Donc c'est comme ça qu'on appelle ça en Rust. Donc du coup, une crate, on ne peut se servir d'un linter dessus qu'avec une crate qui a été compilée avec la même version de Rust. La raison là-dessus, c'est tout simplement parce que la version interne de l'API de Rust, elle, n'est pas du tout stable, elle change souvent. Sur certaines parties plus que d'autres, l'ABI qui est émise peut varier, donc du coup, comment on dit en français? Enforce on s'assure du coup que c'est bien la même version pour éviter d'avoir des incompatibilités. Du coup, l'API de Rust n'est pas stable. C'est lié à une version spécifique de Rust justement parce que l'API n'est pas stable. Et le dernier point qui est, de mon point de vue, assez mineur puisqu'il est facile à contourner, mais je vais quand même expliquer comment on fait, c'est assez difficile à wrapper dans une commande cargo. Du coup, pour ceux qui ne savent pas, quand vous faites une commande cargo genre cargo-doc, cargo en interne, il va passer toute une commande avec tous les arguments à l'outil en question. Donc là, cargo-doc, c'est RustDoc, mais si on fait cargo-clippy, pareil, il va lui filer toutes les informations dont il a besoin, notamment la crate et ses dépendances, où trouver tout ce qu'il faut, quelle version du compilateur, où trouver la version du compilateur. Dans les faits, il n'y a pas grand-chose à faire. Cargo fait déjà tout, c'est juste qu'il faut passer les bonnes informations en dessous. Du coup, là, j'explique rapidement, parce que comme on fait un linter qui se sert des API du compilateur, c'est intéressant de savoir comment ça marche. Donc du coup, de façon simplifiée, un compilateur, en tout cas celui de Rust, fonctionne de cette façon. En premier lieu, on va générer un AST, un Abstract Syntax Tree, qui va représenter la syntaxe du langage. Donc si vous avez une structure avec des champs, des trucs classiques, même des génériques, vous allez avoir un type structure qui contient des champs qui seront chacun nommés et du coup chacun de ces champs eux-mêmes auront des types qui vont faire récursivement comme ça. Pour l'instant, on n'a pas d'information de type, on a juste une description de ce que le code source contient. Donc à ce stade-là, on peut rajouter des lints par exemple assez simplistes du genre je veux interdire la généricité sur mon code.
pour des raisons ou d'autres. Il m'est arrivé de travailler avec des entreprises qui ne voulaient pas des génériques pour des histoires de taille de binaire notamment, puisque du coup quand on a des génériques, la version, en fonction du générique que l'on passe à une fonction, la fonction sera générée plusieurs fois pour chaque type de générique. Donc ça peut être important. C'est honnêtement assez rare, mais voilà, c'est le genre de lint qu'on peut avoir. Donc tant que c'est de la syntaxe, en général, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Par contre, si on veut aller plus loin, par exemple, on va dire appeler certains types de méthodes, on veut interdire certains appels, genre unwrap, qui peut panique dans le cas où le type continuera. Bah, du coup, là, il va falloir des informations de type parce qu'on ne veut pas que le unwrap, ce soit juste le nom de la méthode unwrap qui soit interdit. On veut que ce soit unwrap sur les types qui peuvent paniquer. Du coup, pour ça, il faut déjà vérifier unwrap, c'est un appel de méthode. Très bien. Sur quel type est-ce que unwrap est appelé et tout ça. Pour ça, vous avez besoin de here. Donc ça, c'est le High Internal Representation of Rust, qui du coup, lui fournit les informations de type, mais pas encore de borrow checker et tout ça. Donc on n'a pas encore tout ce qui est combien de temps cette variable va vivre. Ça, vous ne l'avez pas. Du coup, là, ça, vous l'avez en mir. Du coup, le Middle Internal Representation de Rust, qui lui fournit toutes les informations de durée de vie, de borrow checking et tout ça. Pour ceux qui font du Rust, si vous avez entendu parler de Miri, ça se base directement sur le code que Mir génère. Ça génère un pseudocode avec des informations supplémentaires et du coup, Miri se sert littéralement de ça pour run tout ce qu'il a à faire. Et enfin, une fois que le compilateur s'est assuré qu'absolument tout le code est valide, une grosse partie des informations sont virées parce qu'on n'en a plus besoin, et là on passe à la partie codegen. La partie codegen pour les langages qu'on appelle de haut niveau, comme Rust et on va dire d'un certain point de vue C++, sont assez intéressants puisque ça permet de fournir des attributs directement supplémentaires au compilateur en dessous. Dans le cas de Rust, c'est LLVM. Rust n'utilise pas de pointeur, du coup on peut dire à LLVM directement, t'as pas besoin de checker si ce pointeur est nul, on s'en fout, on sait qu'il l'est pas, tu peux virer ça, et du coup ça permet de faire des binaires qui finalement sont plus simples, plus courts, c'est des performances assez sympas. C'est souvent pour ça en fait que les langages plus haut niveau peuvent être à des niveaux équivalents à ce qu'on peut trouver en C. C'est tout simplement parce que le compilateur a l'intelligence de fournir les informations que nous, humains, fournissons généralement au compilateur C en temps normal. Voilà, le secret était là. Du coup, comme j'avais expliqué, on a plusieurs niveaux en fonction des passes dans le compilateur. Et les lint aussi ont 2 niveaux. Il y en a plus que ça en vrai, mais les autres sont, on va dire, fouillis. Je ne recommande pas leur utilisation. Donc il y a les early, donc là on n'a que les informations de syntaxe du langage, et il y a les late, et là dans ce cas-là on a les informations de borrow checker, de typage et tout ça. Donc en fonction de ce que vous voulez faire, vous prendrez un early ou un late. Généralement quand vous prenez un early, vous avez des lints plus simples puisque le système de type n'est pas encore là, donc l'API est beaucoup plus simple en toute logique. Avec un late, vous avez accès à beaucoup plus d'informations, et du coup l'API, en fonction de ce qu'on veut faire, nécessairement ça nécessite un peu plus de recherche. Toute la documentation du compilateur est disponible en ligne. Tout, parce que RustDoc fournit la liste de toutes les méthodes, tout est disponible. Tout n'est pas documenté. Voilà. Donc là, aujourd'hui, je vais vous montrer rapidement comment on écrit un petit lint. Surtout que là, comme j'ai pas mal dépassé, on va accélérer. Je vais montrer comment on fait un lint pour vérifier qu'on n'a pas de générique. On va interdire ça. Et pour ce faire, parce qu'il y a un peu de... Je n'ai pas l'habitude de donner des talks en français, ça me... on va faire des ponts, donc on a besoin de setup un certain nombre de choses de notre côté pour s'assurer que du coup tout puisse tourner tranquillement. Et pour ce faire, j'ai écrit une crate qui s'appelle Rusty Tools, qui permet de justement ne pas avoir à s'inquiéter de tout ce setup et tout ça, puisque en fonction de la version en plus, il faut s'en occuper, donc pas facile. Donc là, au moins tout ça est déjà fourni. Donc un truc important, comme je disais, à savoir, c'est qu'on ne fonctionne qu'avec une version spécifique du compilateur. Donc là, oui, vous voyez la souris, parfait. Donc là, on va devoir créer un fichier qu'on appelle Rust Toolchain, qui dira, quand Cargo va tenter de compiler notre crate, tu dois utiliser spécifiquement cette version-là. Donc la version, elle est décrite dans le channel. Donc là, on prend la version nightly du 6 octobre 2023. Voilà. Et on veut comme composant que tu nous installes pour cette version RustCDev, donc les API internes du compilateur, RustFMT, puisque pour ceux qui font du Rust, Cargo FMT c'est quand même vachement cool, donc ce serait bête de s'en priver. Et enfin LLVM Tool Preview, parce qu'on a besoin
de compiler le code. Donc maintenant, la partie vraiment technique. Comment on déclare un lint? Donc ça, les deux premières lignes, c'est des types internes au compilateur. J'y reviendrai peut-être un petit peu plus en détail. Mais le truc intéressant, c'est celle-là, ce qu'on appelle une macro en Rust, déclare tout le lint. Donc là, c'est vraiment, on déclare notre lint spécifiquement. Comme on ne veut pas qu'il soit uniquement dans notre crate, on veut que tout le monde en dehors de notre crate puisse en servir, on le déclare public. On va dire que, par exemple, quand vous voulez autoriser des lints pour Clippy, vous allez faire Clippy : Là, on veut que ce soit tools, notre outil qui soit appelé tools. Donc du coup, quand quelqu'un voudra faire un changement à ce niveau-là, il devra mettre tools : Et ensuite, on appelle notre lint warns générique. Voilà. Donc par défaut, on veut qu'il émette un warning. Donc on le met au niveau warn. Et enfin, on décrit ce qu'il fait. Donc il émet un warning si un item a des génériques. Voilà. Ensuite, on déclare notre type. Là, comme le type n'a pas de champ, ça va vite. Du coup, c'est juste le nom du type. Et enfin, pour ce type, quels sont les lints qu'il va émettre? Il n'y en a qu'un, donc c'est pareil, ça va assez vite. Et enfin, là-dessus, on va y revenir dans la slide juste après, la early lint pass qui dit que du coup, on implémente notre lint avec une early pass. Donc le fameux early late, là, on n'a pas besoin d'information de type, pas besoin d'aller s'embêter avec. Du coup, avant d'expliquer rapidement comment ça marche, est-ce que tout le monde voit ce que c'est un visitor? Partir du principe que non, au cas où. Un visiteur, en principe, ça veut dire que par défaut, tout est implémenté. Et les seules choses que vous allez implémenter, c'est les choses qui vous intéressent. Par exemple, dans le cas présent, on n'est pas intéressé pour checker tout ce qui est identifiant, pour être... qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les lifetime, crate, les expressions, tout ça, on s'en fiche. Tout ce qu'on veut, nous, c'est les déclarations d'items. Donc du coup, il y a une fonction pour ça qui s'appelle checkItem, qui prend 3 paramètres. Et c'est la seule qu'on aura besoin d'implémenter puisque le visiteur va se charger de parcourir tout l'arbre pour nous. On n'a rien besoin de faire d'autre. Du coup, le premier argument, c'est nous-mêmes, donc notre structure. Dans les faits, elle a un accès mutable, ce qui peut être pratique si on a des choses à modifier dans la structure. Dans notre cas, on n'a aucune information, donc il n'y a pas besoin. Le early context, ça c'est ce qui vous permet d'avoir les appels avec le compilateur, qui vous fournit les informations dont vous pourriez avoir besoin, genre émettre le warning par exemple. Et enfin, en dernier, c'est l'item. Donc du coup, la crate AST, donc c'est bien de l'AST, et c'est un item. Donc du coup, premier truc qu'on va faire, c'est récupérer son type. Donc est-ce que c'est un enum, est-ce que c'est une struct, est-ce que c'est une fonction et tout ça. Dans le cas présent, on n'a pas besoin de s'en inquiéter, on va juste vérifier si cet item a des génériques. Il y a une fonction pour ça, on l'appelle, et du coup, si il nous retourne qu'il y a potentiellement des génériques, on l'a ici, on descend ensuite et on vérifie est-ce que ces génériques sont vides ou non. S'ils ne sont pas vides, dans ce cas, on émet notre warning. Donc la fonction pour ça s'appelle struct span lint. Donc là, on file l'id du lint, on file le span. Alors, petit aparté sur ce qu'est un span. En Rust, on a une arena qui contient tous les fichiers sources qu'on a parsés. Et plutôt que de se balader avec des strings et des lifetime, en fait, tout ce qu'on va donner, c'est une position dans cette arena et une longueur. Voilà. Donc du coup, c'est un entier qui représente littéralement une position dans tous les fichiers. Tous les fichiers sont mis bout à bout. Donc là, le générique, il nous dit « Ok, moi je suis défini à cet endroit et j'ai cette longueur. » Parfait, c'est exactement ce qu'on veut. Donc du coup, on lui fait ça. On précise le message d'erreur en disant « No generic so here », parce que voilà. Et dans le cas où on voudrait rajouter des messages d'aide ou des notes ou quoi que ce soit, on pourrait le faire à partir de cette closure ici en faisant diag.note, diag.help ou tout ça. Voilà. Donc maintenant, il faut faire tout ça, il faut appeler notre linter dans les items, donc avec cargo. Donc c'est assez, ça a l'air assez verbose, désolé, verbeux. Ça a l'air assez verbeux comme ça, en vrai, pas vraiment. Donc là, on récupère les arguments de la ligne de commande. On skip les deux premiers, donc les deux premiers, là, ce sera cargo et tools. On n'en a aucune utilité, donc on les dégage. On file tout ça dans notre crate rust-tools qui, lui, va se charger de parser les arguments et de tout envoyer au compilateur. Enfin, encore une autre fonction, là, on va faire withLints. C'est ici qu'on déclare les lints que, du coup, notre crate va fournir. Pour ça, on file encore les arguments qui ont été parsés et qui, du coup, là, seront envoyés au compilateur directement.
Et enfin, du coup, lui, il nous donne un store qui nous permet d'enregistrer tous nos lints. Donc là, on va dire, OK, j'ai un lint qui vient d'une passe early, enregistre là, et voilà, à partir de là, tout est terminé. Le linter est prêt, on peut le lancer. Du coup, faisons ça. Donc, premièrement, on va l'installer pour pouvoir s'en servir comme une cargo commande et pas juste lancer son exécutable. Donc, cargo installe -pass et le pass de notre projet. On va pouvoir le lancer. Il ne s'appelle pas Tools, mais Toolsinner dans le cas présent. Vous allez voir pourquoi juste après. Donc, du coup, on a lancé notre linter et surprise, ça ne marche absolument pas. Chouette. Donc du coup, là, il nous disait, revenons un petit peu avant, il nous disait qu'il ne trouvait pas la lib rust driver, donc c'est plutôt problématique s'il n'arrive pas à trouver les trucs. Donc on en revient à ce que je vous disais. Une crate ne peut être compilée, à votre linter ne peut fonctionner qu'avec des crates qui ont été compilées avec exactement la même version. Sinon, ça ne marche pas. Ce qui n'a pas été le cas ici, donc on va voir exactement comment faire. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, on peut préciser exactement la toolchain qu'on veut utiliser avec cargo en rajoutant un petit plus après la commande cargo. Donc cargo plus, et là on file le nom de la toolchain, et si on le run là... Ok, j'aurais dû peut-être mettre une slide où vous voyez que ça marche. Bon, ça marche, mais c'est pas très très joli de devoir se rajouter ça, donc on va devoir wrapper le wrapper. Donc pareil, ça aurait l'air très verbose, mais dans les faits ça fait vraiment pas grand-chose. Donc du coup, pareil que tout à l'heure, on échappe, on dégage les deux premiers commentaires parce que ça ne nous intéresse pas. On rajoute la toolchain qu'on a mis dans la ligne de commande parce que ça, c'est pas très sympa de demander à l'utilisateur de devoir s'en charger pour nous. Et ensuite, on crée littéralement la commande, donc la commande cargo, on file la toolchain, on dit qu'on veut retourner, qu'on veut run la commande toolsinner, et enfin, on file les arguments qu'on a reçus et on exécute. Et voilà, c'est tout. Il n'y a littéralement rien de plus. On rajoute une jolie gestion au cas où il y a eu une erreur pour dire il y a eu une erreur, c'est ça l'erreur. C'est sympa. Voilà. Donc du coup, on installe notre nouveau linter avec du coup cette fois qui s'appellera bien Cargo Tools. Du coup, qu'on exécute en étant Cargo Tools. Et là, lui, en interne, il va appeler Cargo Toolsinner avec la bonne toolchain et tout va fonctionner et c'est magique. Si on n'a pas besoin de le faire dans Clippy, c'est parce que Clippy fonctionne de telle sorte qu'en fait il est fourni avec le compilateur, donc du coup lui il triche puisqu'il a déjà les bonnes informations. La toolchain est déjà fournie par Cargo et tout ça, donc du coup lui il n'a absolument pas besoin de s'en inquiéter. Nous malheureusement il n'y a pas ça, on est obligé de tricher un petit peu, mais ça marche. Du coup c'était une version très simplifiée de ce qu'on peut faire, parce que pour le coup on peut vraiment tout faire. Pour ceux qui ont déjà utilisé Clippy, c'est vraiment un truc phénoménal à quel point on peut aller loin dans les trucs. On peut même dire en l'occurrence ta variable elle est mutable mais tu n'en as pas besoin, et ta variable elle est c'est une référence mutable et là non plus tu n'en as pas besoin. Ça le compilateur Rust ne file pas ces informations là pour les références mutables, mais Clippy le fait. Et du coup ça fait partie des nombreux trucs que vous pouvez faire. Du coup j'ai écrit une version un peu plus longue que vous pouvez trouver sur mon blog. Vous pouvez juste retenir blog.guillaume-gomez.fr, ça marchera très bien, vous le retrouvez assez facilement. Et voilà, du coup j'ai fait la version très accélérée en espérant que ça vous ait plu. Est-ce qu'il y a des questions ? Bah nickel. Merci pour votre écoute.